Olá, começa agora a Conversas na Crise Depois do Futuro, uma iniciativa do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp e do UOL. Hoje, um programa gravado com o filósofo francês Bernard-Henri Lévy. Participam do programa Pedro Galé, Rogério Casarim e Carlos Vogt, o presidente do Conselho Científico e Cultural do Instituto de Estudos Avançados, para quem eu passo a palavra. Carlos. Bem, Bernard-Henri Lévy, bem-vindo. Henri Lévy é um filósofo, escritor, jornalista, editorialista, diretor de teatro e cineasta francês. Lévy é uma personalidade conhecida e polêmica na cena pública internacional. Nascido na Argélia, de família judaica, passou a infância no Marrocos e na França, para onde se mudou em 1954, aos 6 anos. Formou-se em filosofia na École Normale Supérieure em 1971, tendo sido aluno, entre outros, de Jacques Derrida e Louis Althusser. Seu pai é o fundador de uma grande empresa de importação de madeiras africanas. Ele herdou em 95, vendeu em 97. Desde então, tornou-se acionista, administrador e conselheiro de diversas corporações, tendo realizado uma fortuna avaliada em alguns milhões de euros. Na década de 1970, ganhou notoriedade como um dos líderes do movimento denominado Novos Filósofos, constituído por intelectuais engajados que romperam com a tradição marxista no pós-1968 e que combatiam sistemas autoritários de poder. Sua principal contribuição para esse movimento, à época, foi o ensaio La Barbarie à visage humain, de 1977, obra que o tornou célebre como intelectual e cada vez mais figura influente na vida política, filosófica, midiática e literária francesa e de grande parte da Europa. Lévy foi professor do Lycée Robert de Luzarches, da Universidade de Estrasburgo e da École Normale Supérieure. Em 1990, fundou a revista literária La Règle du Jeu, que dirige até hoje. Em 2000, ao lado dos filósofos Denis Lévy e Alain Finkielkraut, criou o Institut d'études lévinassiennes, que reúne intelectuais interessados na obra de Emmanuel Levinas. Desde seu primeiro artigo, Mexique, nationalisation de l'impérialisme, publicado na revista Temps Moderne, em 1969, construiu uma vasta obra sobre o judaísmo, o sionismo, fundamentalismo religioso, antissemitismo, identidade e imperialismo, dando a história e os conflitos de países como Angola, Afeganistão, Bangladesh, Bósnia, Burundi, Colômbia, Estados Unidos, França, Iugoslávia, Irã, Paquistão, Sri Lanka, Sudão, Turquia, Ucrânia e Rússia. Seus livros mais recentes são Qui a peur du XXIe siècle, de 2017, coletânea de textos e discursos do pensador sobre as questões que marcam o século XXI, e L'Empire et les 100 rois, de 2018, que reflete sobre a decadência da liderança econômica e cultural dos Estados Unidos. Os filmes mais recentes são Peshmerga, de 2016, La Bataille de Mossul, de 2017, documentários de combatentes curdos contra o Estado Islâmico no Iraque. O filósofo é também autor de romances premiados. Em 1984, ganhou o Prêmio Médicis
pela obra Le Diable en Tête, de 1988, e o prêmio Interallié pour Les Derniers Jours de Charles Baudelaire. Lévy acaba de lançar o livro na versão da tradução portuguesa, não é? De Ce virus qui nous rend fou, este vírus que nos enlouquece, em Portugal pela editora Guerra e Paz. Na obra, ele aborda a atual pandemia e contesta os que querem aproveitar-se dela em prejuízo da liberdade dos cidadãos. Bernard-Henri Lévy, seja bem-vindo. Bernard, queria fazer a primeira pergunta, que é curta e simples. Você já se acostumou com a quarentena? Já conseguiu aceitar isso? Je l'ai bien entendu accepter, d'abord parce que je suis républicain et que je suis un bon citoyen, et ensuite parce que je pense qu'il n'y avait pas de meilleure solution. Donc je l'ai bien sûr accepté. À contre-cœur, bien sûr, mais je l'ai accepté. Sans aucune hésitation. Insisto, o seu livro é uma espécie de identificação dos problemas que a quarentena e que a pandemia nos trouxe. Ameaças à liberdade, a força dos médicos sobre a política, enfim, uma revolta muito grande na realidade mundial. Qual era o seu objetivo? Era de chamar a atenção da sociedade para ter outro tipo de comportamento diante da pandemia? Il y a deux sujets différents. D'abord, il y a le sujet sanitaire et ensuite il y a le sujet politique. Donc le premier objectif de ce livre, c'est, comme je le dis à plusieurs reprises, que d'un point de vue sanitaire, il n'y avait pas d'autre solution que le confinement. Et que tous ceux qui nient la pandémie, tous ceux qui sont partisans de laisser la pandémie se développer naturellement, tous ceux qui sont partisans de créer une immunité collective, sont au minimum des fous et des négationnistes, et au pire des criminels. Ça, c'est la première chose que je dis dans ce livre. Qu'il y a une tentation, et vous le savez au Brésil d'ailleurs, votre président en est un exemple, mais il n'est pas le seul. Il y a cette tentative de négationnisme de la pandémie, qui est une tentation criminelle. De l'autre côté, et c'est l'autre sujet de mon livre, le modèle de confinement, la mise à l'arrêt des économies, et surtout le type de relation que nous avons même d'ailleurs en ce moment, c'est-à-dire cette conversation à distance, cette conversation sans contact, tout cela a des conséquences aussi sur la société. Et donc, j'ai écrit ce livre pour dire qu'il y a des tendances lourdes dans les sociétés modernes qui sont dues à Internet, à l'importance et à l'influence des grandes compagnies de high-tech, qui sont en train d'être accélérées aussi par la crise, qui sont en train d'être aggravées par la crise. Et je crois qu'il faut aussi garder les yeux ouverts et résister à cela. J'espère, par exemple, que j'aurai l'occasion vite de discuter avec vous face à face et en personne. J'espère que l'on reprendra très vite l'habitude de pratiquer de manière concrète la solidarité avec les autres. J'espère que ce que l'on a vu se développer, par exemple en France, c'est-à-dire un repli sur soi
des individus et un repli sur soi de la nation française, j'espère que ça ne durera pas. J'espère que nous ne nous habituerons pas à la fermeture des... J'espère que nous ne prendrons pas l'habitude de vivre chacun dans une bulle de notre domicile, ceux qui ont la chance d'avoir un domicile et ceux qui ont la chance de domicile confortable, et que l'on reprendra très vite lorsque la pandémie sera vaincue, l'habitude de sortir, d'ouvrir les portes, d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir notre cœur et d'ouvrir les bras à autrui, et en particulier aux plus démunis. Je dis aussi dans ce livre qu'il y a en Europe toute une population que nous appelons les bobos, des bourgeois bohèmes, qui ont vécu ce confinement comme un moment extatique, d'une certaine manière parce qu'ils étaient débarrassés du monde et parce que ils pouvaient se replier sur le cercle familial ou sur eux-mêmes. Je pense que ce moment, il faut bien être conscient qu'il doit être provisoire et que s'il devait durer, si on devait y prendre trop de plaisir et de goût, cela amènerait les sociétés européennes sur une pente que n'est pas bonne. Bem, estamos no Conversas na Crise Depois do Futuro com o filósofo e escritor Bernard-Henri Lévy. Hoje, como o programa está sendo gravado, não permite as perguntas dos espectadores, dos internautas, e eu passo a palavra para o Pedro Galé, filósofo, para a sua pergunta. Bom, primeiro agradecer o convite, agradecer ao Bernard-Henri Lévy pela solicitude com a gente. Bom, Bernard, eu na verdade li alguns livros seus para me preparar aqui, e eu podia pensar que esse último, o fator viral, a epidemia, vem a consolidar certas coisas que já estavam em outros livros seus, dos quais eu destaco dois: o Império Cinco Reis e A Esquerda em Tempos Obscuros, se eu não me engano, esse é o título, né? Lá você já coloca algumas coisas que eu diria que para o último livro ficar claro, é interessante olhar. Duas que eu destaco. A primeira, como já destacou o Carlos Voigt, essa retirada dos Estados Unidos, né, como grande agente, né, internacional. Você aponta para essa retirada também no momento da crise do coronavírus. E uma outra que eu acho muito interessante, que eu acho que intensifica o que você disse, que é a posição de um outro poder americano, que é o GAFA, né? Google, como é que é? Google, Apple, não é a sequência lá, né? Google, Facebook, Apple e tem mais um, Amazon, né? E eu me pergunto, não teria, e eu percebo um pouco da calma com que você quer ver o momento pós-crise, né? Pensar com mais calma, a partir desses dois elementos, porque houve, de fato, a gente ficou ainda mais refém dessas empresas, né? Então, essa vida pós-pandemia, essa vida pandêmica nos amarrou a um outro Estados Unidos, que é os Estados Unidos dessas empresas. E que talvez isso tenha consequências mais graves. Então, não se trataria de uma interrupção, como quis o professor Bruno Latour, né? Mas talvez de uma intensificação de coisas muito ruins que já vinham acontecendo, né? E que a crise só deixou isso claro, porque elas já vinham acontecendo. Não é dar voz ao vírus que vai resolver isso, mas sim a questão que é anterior, né? Queria saber se esse é um caminho correto, né, de pensar a questão. Bien sûr, c'est exactement la thèse de mon livre. Je crois qu'il n'y a eu aucune interruption. Il fallait être très naïf et très ingénu pour croire que le capitalisme était en train de s'interrompre à la faveur de la pandémie, alors que c'est exactement le contraire. Économiquement, les grandes compagnies américaines dont vous parliez n'ont jamais été si riches, elles n'ont jamais été si prospères.
le monde est dans une crise économique, le chômage explose sur la moitié de la planète, la faim dans le monde va grandir, mais Amazon, Google, Facebook et les autres ont vu leur valeur augmenter de 50% depuis 3 mois. Ça, c'est la première chose. Politiquement, les compagnies en question sont en train d'exercer dans nos vies et d'exercer dans nos esprits une emprise que même dans nos pires cauchemars, nous n'osions pas imaginer. Tous les systèmes de télé-enseignement auxquels nous sommes en train de nous habituer en Europe, de téléconsultation auxquels un certain nombre de médecins se sont résolus, tous les systèmes de convivialité à travers Instagram, Facebook et autres sont en train de devenir la règle. Donc, il y a d'un côté, bien sûr, un déclin américain au sens où géopolitiquement, les États-Unis laissent le champ libre à la Chine avec les routes de la soie, à la Turquie dans le pourtour de la Méditerranée, dans une partie de la Méditerranée orientale, à la Russie en Ukraine, mais le vrai empire, la vraie puissance américaine, qui est aujourd'hui cette puissance à la fois immatérielle, parce qu'on la voit pas, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas de présence physique, mais elle est en même temps d'une matérialité folle, puisqu'elle exerce une emprise sur nos cerveaux, elle n'a jamais été aussi grande. Donc ce livre, il met en garde aussi contre ça, contre le fait que nous sommes en train de voir une accélération de l'influence à la fois de ceux que j'appelle les 5 rois, c'est-à-dire les puissances autoritaires d'aujourd'hui qui sont en train d'essayer de recommencer à constituer un empire, la Turquie, la Russie, la Chine, etc. Et puis également des États-Unis, qui ont bien compris que ça ne servait à rien de faire des coups d'État militaires quand on a la chance d'avoir ces 5 compagnies mondiales qui sont en train de faire un coup d'État dans nos cerveaux, qui sont en train de nous... Alors, c'était déjà le cas avant, hein, ça fait longtemps qu'il y a ça. Ça fait longtemps que nous avions commencé de préférer les likes d'Instagram ou de Facebook à l'amitié réelle. Mais enfin, ce phénomène est en train de s'accélérer. Rodrigo, sua pergunta, por favor. Bom, olá a todos. Muito obrigado pelo convite, Paulo. Olá, Bernard. Bernard, eu queria saber, a partir de uma citação do seu novo livro, que é a seguinte: é sempre mais fácil suspender uma liberdade do que reinstaurá-la, como são, por exemplo, as políticas antiterroristas. Quais são as liberdades que hoje estão realmente ameaçadas num médio prazo, que não se limitam a uma mera privação momentânea e que quem tinha até ontem pode não voltar para o mundo real, para o mundo que a gente conhecia daqui 2, 3 anos, por exemplo, ou 2, 3 meses, não sei quanto tempo vai durar de fato essa pandemia. Ou a gente já migrou para o que você chama de estado vigilância e já estamos trocando de fato toda a liberdade que a gente tinha antes por uma suposta proteção contra o vírus. C'est un risque, bien sûr, et c'est un risque qu'il faut pointer afin d'y résister. Et quelles sont les libertés auxquelles nous avons provisoirement renoncé, et il faudrait que ça ne soit que provisoire, c'est la liberté d'aller et de venir, par exemple, la liberté de se déplacer, c'est la liberté de se réunir. En France, pendant le confinement, comme vous le savez, et puis il n'y a pas qu'en France, il était interdit de se réunir à plus de 4 ou de 5 personnes. Et quand on se réunissait à plus de 4 ou 5 personnes, un voisin téléphonait au commissariat pour vous dénoncer. La liberté à laquelle que nous avons mise entre parenthèses, on n'y a pas renoncé, bien sûr, mais on l'a mise entre parenthèses,
c'est la liberté pour un Parlement de discuter un état d'urgence. En France, en Italie et ailleurs, l'état d'urgence a été décrété par le pouvoir exécutif sans aucun débat parlementaire, sans véritable examen de la part de la haute cour française, par exemple, qui s'appelle le Conseil constitutionnel. La liberté à laquelle nous avons renoncé pendant cette période, c'est la liberté qui repose sur l'appareil de justice. La justice en France s'est mise pendant 3 mois totalement en vacances. Bref, nous nous sommes retrouvés en France, et encore une fois, c'était probablement inévitable. Nous nous sommes retrouvés avec un exécutif qui a pris des mesures d'urgence et avec des contre-pouvoirs qui ont tous disparu et avec des libertés fondamentales qui ont été suspendues. Alors moi, ce que je dis, c'est que on a l'expérience de cela avec, par exemple, les lois antiterroristes aux États-Unis. Après le 11 septembre 2001, il y a eu Patriot Act 1 et Patriot Act 2 qui ont suspendu un certain nombre de libertés, et ces libertés ne sont pas toutes revenues. On a dit aux Américains, rassurez-vous, c'est provisoire et on reviendra très vite à la normale. On n'est pas toujours revenu à la normale. Donc là, cette fois-ci, je tire la sonnette d'alarme. Je dis, chérissons nos libertés, veillons sur elles, disons haut et fort à nos gouvernants que nous leur faisons confiance pour lutter contre le virus, mais que nous exigerons, dès que cette lutte sera arrivée à son terme, le retour plein et entier de liberté. Et le vrai danger, d'ailleurs, dans les démocraties, et là vous venez de le dire extrêmement bien, monsieur, le vrai danger, c'est pas tellement les gouvernements, le vrai danger, il est chez nous, dans nos têtes. C'est-à-dire c'est le danger de l'accoutumance à l'absence de liberté. Et c'est le danger que vous venez de décrire et qui est dans mon livre, c'est le danger qui consisterait à inventer un nouveau contrat social qui dirait « je vous donne mes libertés et garantissez-moi la sécurité sanitaire ». Cela, ce pacte-là, ce serait un pacte du diable. Il faut les deux. Le devoir d'un État, c'est d'assurer la sécurité sanitaire, mais certainement pas au prix d'une mise aux arrêts durables des libertés fondamentales. Carlos Lugt, sua pergunta. Bem, Bernard, no seu livro e em outras entrevistas suas, você se refere, porque conhece, ao Brasil e ao nosso governador, ao presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de perguntar a você como é que você vê a situação do Brasil nesta pandemia e a atuação do presidente relativamente a essas medidas todas que, obviamente, são necessárias, mas que, relativamente às quais, você é bastante crítico no seu livre. Pour l'instant, au Brésil, vous avez la double peine. C'est-à-dire que, d'un côté, vous avez un dirigeant autoritaire qui rêve de supprimer vos libertés, et de l'autre côté, le même dirigeant est un crétin et un fou qui nie la pandémie. Donc vous avez les deux problèmes. Vous avez ce négationnisme criminel de Bolsonaro, ce négationnisme criminel, ce déni de la pandémie, cette façon de mettre les vies des Brésiliens, les existences, les vies en danger. Et de l'autre côté, vous avez en plus l'autoritarisme de quelqu'un qui se moque des droits de l'homme, qui se moque des libertés, qui se moque des minorités et qui a en tête les pires modèles dictatoriaux et autoritaires de l'histoire brésilienne et de l'histoire du continent.
Donc vous avez la double peine. Voilà, hélas, comment je vois le Brésil. Pardon de vous le dire aussi brutalement, mais vous avez, c'est terrible. Je connais pas bien le Brésil, mais un peu, et j'aime ce pays. Et c'est vrai que votre situation, me semble-t-il, est de ce point de vue tragique. Avoir un crétin négationniste qui en plus rêve de vous supprimer les libertés et pour les plus défavorisés, pour les plus démunis le fait, c'est la catastrophe, bien sûr. Bernard, a Europa, num primeiro momento, parecia caminhar na direção de suportar o impacto econômico dessa crise com o dinheiro dos países mais ricos para financiar os mais pobres. E, nesse sentido, recuperar um pouco a ideia da União Europeia, dessa frente de 20 e tantos países que busca melhorias, pelo menos teoricamente. Mas essa possibilidade, até o momento em que nós gravamos essa entrevista, ainda não está concretizada por reação de alguns países que não aceitam a posição da França e da Alemanha, principalmente, no sentido de colocar recursos a fundo perdido para enfrentar a pandemia do ponto de vista econômico. A Europa tem saída? Você acredita que se encontrará uma solução possível para obter esses recursos e melhorar as condições économiques qui sont préoccupantes? Vous venez de poser une vraie question et c'est une autre de mes inquiétudes dans ce livre. C'est l'Europe. En effet, la solidarité entre les pays européens, c'est un devoir. C'est un devoir inscrit dans tous les traités fondateurs de l'Europe. Ce devoir, il est nié par toute une partie de l'Europe, ces fameux États soi-disant frugales ou économes que vous connaissez. Donc ça, c'est un premier danger. Si Merkel et Macron ne sont pas suivis, si les pays frugaux, c'est-à-dire les moins atteints par la pandémie, sont autorisés à s'enfermer dans leur égoïsme, l'Europe est finie. Deuxièmement, il y a un deuxième problème, c'est que l'Europe est en train de voir renaître en son sein les frontières qu'elle avait en principe abolies. Aujourd'hui, l'état des frontières entre les pays européens est un chaos total. C'est un chaos total parce que chaque nation européenne, à l'heure où je vous parle, adopte ses propres lois vis-à-vis des pays étrangers à l'Union européenne. Il y a je vous donne un exemple. Par exemple, un citoyen américain peut atterrir peut voyager en Croatie, mais ne peut pas voyager en France. Vous avez les pays d'Afrique qui ont des liens, qui ont vu se rétablir les liens avec l'Italie, mais pas avec l'Allemagne, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que les nations européennes sont en train de récupérer non seulement leur richesse, mais une part de leur mauvaise souveraineté, de la souveraineté nationaliste et étroite dont l'Europe les avait en partie privées. Il y a un troisième problème, c'est que l'Europe est en train de ressembler de plus en plus à une sorte de forteresse assiégée, rompant les amarres, rompant ses liens avec les parties les plus pauvres du monde. Moi, l'une des premières choses que j'ai faites quand le confinement en France a été levé, le jour où le confinement a été levé, je suis allé en Grèce, sur l'île de Lesbos, où s'entassent dans une situation absolument infernale des réfugiés, des migrants, des gens qui ont fui la guerre ou la misère au Soudan, en Érythrée, en Syrie ou ailleurs. La situation de ce camp est absolument inhumaine, barbare, tragique. En Europe, aux portes d'Europe, l'Europe s'en fiche. Le peu de sens de l'hospitalité que l'Europe avait, qu'elle avait fini par avoir au fil des années, est en train de disparaître aujourd'hui. Alors, je vous dis pas que c'est
J'espère que ça ne va pas durer. J'espère que des voix comme la mienne et beaucoup d'autres vont se faire entendre et vont contraindre nos dirigeants à considérer que les Soudanais ou les Érythréens ou les Syriens de Lesbos sont nos frères, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'un des effets de cette pandémie, c'est de créer en Europe, pas de créer, de consolider un égoïsme de fer, un égoïsme d'airain. Pedro Galé. Bom, eu vou retomar o primeiro capítulo do seu livro, Esse Vírus que Nos Enlouquece, onde você insiste na influência da medicina, dos médicos na política. E eu vou colocar uma pergunta, botar o Brasil na jogada aqui. O problema foi o contrário. A política entrou na medicina, com resultado desastroso. A cloroquina virou uma bandeira política, né? Então, eu me pergunto se o Brasil não seria quase que a contraprova dessa sua tese sobre a mistura do discurso médico e o discurso político. Se aqui não haveria uma contraprova disso, né? Non, nous avons là les deux preuves, la preuve par le Brésil et la preuve par l'Europe, qu'il faut que la politique et la médecine restent chacune à leur place. Voilà. Et les médecins ne doivent pas prendre le pouvoir et les politiques ne doivent pas se mêler de médecine. Chacune doit rester à sa place. Il y a un texte de philosophie qui est le premier à traiter de cette affaire, qui s'appelle Le politique de Platon, et dont la conclusion est celle-là, que les médecins fassent leur métier et que les politiques fassent le leur. Et quand un politique se mêle de dire tel ou tel médicament est bon, c'est une imbécilité de plus. D'ailleurs, ce sont en général les mêmes qui mettent en doute la science, qui mettent en doute les vertus de la vaccination, enfin, et ainsi de suite. La prise en otage de la médecine par la politique, c'est un autre visage de l'obscurantisme. Mais de l'autre côté, la prise en otage de la politique par les médecins, c'est un autre visage du technicisme, c'est un autre visage de la dépolitisation, et c'est un autre visage, dans le meilleur des cas, de quelque chose que vous connaissez un peu au Brésil, qui s'appelle soit le saint-simonisme, soit le comtisme. Ah non, la politique, c'est pas l'administration des choses, c'est pas de la technique, c'est pas des techniciens au pouvoir, c'est des gens qui ont une vision, qui ont des principes, qui se trompent. Quand ils se trompent, eh ben, ils sont battus aux élections et puis ils sont pas réélus. Mais il y a en Europe une manière pour la politique d'avoir renoncé à ses prérogatives, de s'être déresponsabilisé pour dire tout le pouvoir aux techniciens, c'est-à-dire aux médecins, qui est l'exact miroir de ce qui se passe aux États-Unis ou au Brésil. C'est les deux positions symétriques pour moi. Rodrigo, sua pergunta. Bernard, no Este Vírus que Nos Enlouquece, o senhor cita alguns diários de confinamentos de escritores e menciona algumas obras célebres da literatura que dialogam com esse momento que a gente está vivendo. Montanha Mágica, por exemplo, do Thomas Mann, ou De Profundis, do Oscar Wilde, que aliás é um livro que deveria ser bem mais festejado ou lido do que é atualmente. E agora, durante a pandemia, pelo mundo inteiro, tem pipocado muitas iniciativas de escritores e de artistas de outras expressões para produzir conteúdo relacionado a esse momento. Eu queria saber se o senhor tem usufruído disso, tem aproveitado algum tipo desse conteúdo já relacionado à pandemia, a arte relacionada à pandemia. Qual que é o papel que a arte tem tido para você durante esse confinamento, independente de qual período que essa arte foi produzida, e o que o senhor projeta para a arte num futuro próximo, tanto em termos de como essa pandemia vai aparecer em manifestações artísticas, quanto em termos de estrutura, de grana, de dinheiro para que as produções aconteçam, para que o cinema, por exemplo, que o senhor tem bastante familiaridade, volte a ter uma base
para que os filmes sejam rodados? Écoutez, d'abord, est-ce qu'il y aura des œuvres d'art qui vont naître de la pandémie? Il est trop tôt pour le dire. On verra. Pour l'instant, ce qu'on a vu, la littérature qui s'est écrite à chaud était navrante de médiocrité, en tout cas en France et aux États-Unis. Ce sont les deux endroits où j'ai un peu suivi les choses, navrante de médiocrité, et j'ai trouvé un peu audacieux pour ces auteurs, en effet, de se réclamer d'Oscar Wilde et de la Montagne Magique. Première chose. Deuxième chose, la grande différence entre Thomas Mann, Oscar Wilde d'un côté, René Crevel et d'autres, et puis les écrivains du confinement, c'est que les premiers ont vécu leur enfermement non pas de manière jouissive. Ils ont vu le confinement, leur emprisonnement. Oscar Wilde, qui était d'ailleurs vraiment en prison, ou Thomas Mann, qui était vraiment malade, ils ont vu cet enfermement comme une calamité, comme quelque chose qui leur a donné un chef-d'œuvre naturellement, mais le chef-d'œuvre, il n'est pas né d'une contemplation jouissive de leur nombril ou de leur vie quotidienne de petits bourgeois égoïstes et jouissant de voir Paris vide. Donc, les grands écrivains que vous citez, ils sont grands probablement parce qu'ils ont vécu leur confinement non pas comme un bonheur, mais comme une épreuve. Troisième question, quel sera l'effet de la pandémie sur l'art? Je crois que là encore, on donne trop d'importance à cette pandémie. Elle n'aura pas d'effet sur l'art. L'histoire de l'art a une histoire qui va enjamber la pandémie. La pandémie, c'est juste une pandémie, c'est-à-dire juste une tragédie, c'est-à-dire juste une monstruosité qui arrive au corps des hommes. Mais ça n'est pas une rupture dans la civilisation qui va ni arrêter l'art, ni transformer l'art. Ça ne se passera pas. Quatrièmement, par contre, et ça vous avez raison, si nous devions nous installer durablement dans la crise économique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, alors c'est vrai que en Europe ou aux États-Unis, l'une des premières victimes de cette crise, ça pourrait être, oui, les arts qui sont aussi des industries, comme le cinéma. On pourrait voir cela. Dans le pacte social nouveau que je redoutais tout à l'heure, et dans lequel on dirait on abandonne de liberté pour avoir un maximum de santé. Je ne voudrais pas qu'ils disent un jour on a tellement besoin d'argent pour garantir l'humanité occidentale contre les virus qu'on va plus mettre d'argent dans le cinéma, plus mettre d'argent dans le théâtre, plus mettre d'argent dans les grandes expositions, et ainsi de suite. Parce que l'humanité, elle vit, la civilisation, c'est premièrement manger, deuxièmement être en bonne santé, mais troisièmement être un peu plus grand que soi grâce à l'art du passé, à l'art du présent et à la manière dont l'un féconde et engendre l'autre. Il ne faudrait pas que dans le pacte vital nouveau, l'art soit sacrifié. Et il y a cette tentation-là, bien sûr, oui, il y a toujours. C'est déjà en Europe la petite musique du populisme, depuis longtemps, avant la pandémie. On n'a pas besoin des artistes, c'est des contestataires, ils ne savent faire que de la critique sociale, ils ne servent à rien. On entend ça depuis toujours. Moi, depuis ma jeunesse, j'entends ça. On entend cette musique qui est en train de devenir plus forte aujourd'hui avec la pandémie. Qu'a-t-on à faire de l'art quand on n'a pas assez d'hôpitaux? Il faudra résister à ça. Il faudra que les démocrates demandent et des hôpitaux et la continuation de l'aventure humaine qu'est l'art. Carlos Vogt, sua pergunta. Então, Bernard, no seu livro, você fala
de dois princípios simples para opor a situação que você descreve. Um deles que é o político, que inclui o ecológico, e um princípio metafísico, que, segundo o qual, como você acabou de referir, o que não tem sentido, não tem sentido algum. O vírus é estúpido e isto cria, inclusive, pela insistência de se atribuir um sentido, seja ele religioso, que leve ao castigo, seja ele político, no sentido de permitir, freando o desenvolvimento, o globalismo, uma revisão do processo e uma reinstauração do homem no processo histórico, digamos assim. Eu pergunto a você se o seu esforço, que é notável, de entender, de analisar, de interpretar a situação criada pela pandemia, não é? O isolamento, a atitude das pessoas, enfim, tudo isso que você trata e descreve tão bem, se isto não é também uma forma de buscar um sentido para a situação gerada pela pandemia, pela situação gerada pelo vírus. Non, je crois que c'est deux choses. Je crois qu'il y a là deux choses différentes. Analyser la situation, ça, il faut le faire. Analyser la folie criminelle des négationnistes, analyser de l'autre côté la mise en suspens des libertés, prendre la mesure des dangers de l'un et de l'autre, tout ça, il faut le faire. Dire qu'on est en train d'entrer dans des sociétés en Europe de plus en plus repliées sur elles-mêmes, etc., et qu'il y a un danger, il faut le faire. Ça, c'est pas donner un sens au virus, c'est analyser une situation. La situation, c'est celle-là. Par contre, ce que je n'aime pas, et ce qui me choque, et ce qui me dégoûte même un peu, ce sont les profiteurs du virus. C'est-à-dire les gens qui tirent avantage de la misère des malades et de leur mort pour pousser leur agenda politique. Et qu'est-ce que c'est que les profiteurs du virus? C'est des gens, comme vous l'avez dit, je vous ai compris, c'est des gens qui disent le virus est une punition pour des crimes que les hommes ont commis. Alors, l'extrême droite va dire que le crime, c'est trop de liberté, que c'est la liberté sexuelle, que c'est l'avortement, que c'est je ne sais quoi, le droit à l'avortement. L'extrême droite va dire ça. L'extrême gauche va dire que le crime, c'est d'avoir trop violenté la planète, d'avoir trop voyagé et d'être allé trop loin dans le sens de la croissance. Mais au fond, ce qu'ils ont en commun les uns et les autres, c'est qu'ils ne respectent pas les morts et qu'ils se juchent sur leurs épaules pour pousser leur chansonnette. Voilà. Et ça n'est jamais une attitude digne. Et je crois vraiment que le premier mot, le premier argument d'une position progressiste, ça consiste à dire un virus, en effet, n'a pas de sens. Un virus n'a pas de message. Un virus n'est pas un envoyé ni de Dieu, ni de la terre pour dire aux hommes, attention, vous avez commis des grandes fautes et on est en train de vous punir par le virus. Voilà. Ça, c'est, je crois, le minimum que l'on peut attendre d'un progressiste, c'est qu'il accepte le fait que savent bien les vrais médecins et les vrais historiens de la médecine qu'un virus, c'est juste de la mort
c'est juste de la souffrance, et une souffrance instancée, une souffrance qui ne correspond. Nous ne sommes pas responsables du virus. Et culpabiliser les hommes en leur disant vous avez été trop libres, ou vous avez été, ça c'est les néo-évangélistes américains. Il y a aujourd'hui dans les églises néo-évangélistes américaines des prêches entiers pour dire voilà où vous ont amené les démocrates. Hein. Et puis vous avez de l'autre côté des écologistes radicaux qui disent voilà où vous a amené les voyages en avion, la mondialisation et ainsi de suite. Non, on peut avoir des objections à la mondialisation, ça c'est un débat politique. On peut avoir des objections, on peut, comme moi, penser que le changement climatique est un drame et qu'il faut réagir de toute urgence et, comme disait Walter Benjamin, appuyer sur le frein de l'histoire, oui, mais dire que le virus est venu comme un envoyé des dieux du ciel ou des dieux profanes pour nous réveiller, ça c'est inacceptable. Bernard, eu vou fazer uma última pergunta, que o nosso tempo está acabando, e a questão é a seguinte: se o seu livro fosse um manifesto, sei que ele não é exatamente isso, a impressão que eu tenho é que ele tem muito de diagnóstico da situação, mas como leitor, terminei pensando, ok, se eu concordo com o Bernard, com a questão de que o vírus não pensa e nem dá nenhuma ordem para nós, que os médicos não podem ficar no lugar dos políticos, nem os políticos entregarem o seu espaço para os médicos, que é preciso manter a solidariedade, a liberdade e, vamos dizer assim, as conquistas humanas. O que devo fazer diante dessa pandemia? O que as pessoas devem fazer? O que cada um de nós pode fazer? Face à la pandémie, individuellement, c'est faire confiance à la médecine dans ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire soigner, à l'intérieur de cette incertitude où les médecins sont aussi. Ça veut dire, quand on habite dans une grande ville ou quand on prend le métro, porter un masque. Ça veut dire, quand on peut travailler de chez soi, le faire. Ça, c'est la première chose, individuellement, qu'on peut faire. Mais la deuxième chose que l'on peut faire, quand on a des enfants, quand on a des petits-enfants, quand on a des étudiants, c'est leur dire, attention, c'est des mesures provisoires, c'est des mesures d'urgence. Et la société ne peut pas ressembler à ça. On peut pas passer notre vie à porter des masques, et on ne peut pas passer notre vie à cesser de nous serrer la main. Je pense, prenons l'exemple de la poignée de main. Quand vous avez au Brésil un exemple, et on l'a tous vu, votre président qui faisait le malin et qui faisait le fanfaron en disant qu'il allait serrer des mains et qu'il se moquait de la pandémie. C'était stupide et c'était donner le mauvais exemple et c'était probablement, à cause de sa position, être responsable d'un certain nombre de contaminations. Et je dis cela en pesant mes mots. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, je ne peux pas ne pas dire aussi que j'ai hâte, je suis pressé que la pandémie soit vaincue. Ça prendra 6 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Mais j'ai hâte que la pandémie soit vaincue. Pourquoi? Parce que je pense que le serrement de main, c'est un geste noble. Je pense que c'est un geste de solidarité et de fraternité. Il y a dans mon livre une histoire de la poignée de main. On a commencé à se serrer la main quand on a commencé à se regarder face à face, de visage à visage. Quand on a commencé de se saluer, pas avec l'un qui baissait les yeux et l'autre qui le dominait. Quand on a commencé à se saluer, quelle que soit notre position sociale, comme des égaux, on a commencé à se serrer la main. Là, qu'est-ce qu'on doit faire? Justement, la distanciation sociale. Déjà, moi je crois que il faut pas dire distanciation sociale. Je sais pas qu'est-ce qu'on dit au Brésil, mais en France, il y a eu ce débat de sémiotique.
Distanciation physique, oui, ça c'était nécessaire au pic de la pandémie. Mais distanciation sociale, mon oreille de progressiste a immédiatement dit attention, distanciation sociale, c'est ce contre quoi j'ai passé ma vie à lutter. J'ai passé ma vie dans tous mes combats pour les droits de l'homme, pour la justice, pour plus d'égalité, tout ce que vous imaginez. J'ai passé ma vie à dire la distanciation sociale, il faut la rompre, il faut qu'elle soit réduite au minimum. Et on ne peut pas d'un seul coup s'installer dans un monde et accepter l'idée que le monde meilleur de demain, ce sera un monde de distanciation sociale. Donc voilà, il faut penser les deux choses à la fois. Il faut penser que quand il y a une pandémie, il faut une distanciation physique. Moi, je suis rentré de Lisbonne ce matin, j'ai respecté scrupuleusement la distance physique à l'aéroport au moment de donner ma carte d'embarquement et ainsi de suite, mais je refuse d'appeler ça distanciation sociale. Et j'ai trop entendu de gens qui ont profité de ce glissement sémantique, qui ont saisi l'opportunité de passer de la distanciation physique médicalement nécessaire à une distanciation sociale dont ils rêvent, dont ils ont la nostalgie, mais qui, moi, me fait horreur et me navre. Donc, un citoyen, quand en plus il a la possibilité de s'adresser à des étudiants, à un journal, par exemple, il doit faire cette différence entre la distanciation physique et la distanciation sociale. Il doit dire qu'il ne faut pas se serrer les mains aujourd'hui, mais qu'il faudra très vite en reprendre l'habitude. Sur le serrement de main, il y a deux choses qui m'ont choqué. La première, c'est deux choses inverses, mais c'est toujours pareil. Les deux positions sont symétriques. Aux États-Unis, d'un côté Donald Trump, qui disait moi personne ne m'empêchera de serrer la main. Bêtise, déni, délire. Bien. Mais de l'autre côté, le conseiller médical de Donald Trump, qui s'appelle Anthony Fauci, qui a fait une interview au Wall Street Journal, qui a dit la poignée de main ne reviendra jamais. La poignée de main, ou en tout cas mettra très très longtemps, des années et des années à revenir. Ça aussi, ça me choque. Je n'ai pas envie de vivre dans une société où quand la pandémie aura disparu, où on aura pris l'habitude de ne plus se serrer la main. Je pense que le baise-main, par exemple, pour les dames, c'est beau dans les liaisons dangereuses de Coderlo de la Clou ou dans Marivaux, mais c'est pas la société qui me plaît. La société de cour, la Balthazar Gracian, c'est beau quand c'est Balthazar Gracian, c'est pas la société démocratique dont je rêve. Voilà. Donc il faut penser les deux choses à la fois, l'urgence sanitaire et la prospective politique. Il faut tenir, à mon avis, le deux bouts de la chaîne. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce petit livre. Bernard Lévy, muito obrigado pela sua entrevista. Lamento não poder lhe dar a mão pessoalmente, pelo menos agora. Agradeço ao Pedro Galé, a Rodrigo Casarim, Carlos Vogt, e nós voltamos na próxima semana com mais um Conversas na Crise Depois do Futuro, iniciativa do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp e do Universo Online. Muito obrigado, Bernard. Molto obrigado a voi. Ok. Wow.